Hello, bienvenue dans Foutu pour Foutu. Coucou, comment ça va? Ça va, je suis Mélanie Moi c'est Lalou. et aujourd'hui on a une invitée avec nous qui s'appelle Jordan, qu'on a rencontrée au roller et c'est donc le sujet du jour, c'est les hobbies qu'on découvre à 30 ans. Les hobbies créatifs, on va préciser un petit peu Créatifs. quand même. Hein. Ou un peu hors du commun. On parle pas de running, d'escalade ou Toujours je ne sais quel truc farfelu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme hobby un peu genre escalade, running? Ici j'ai remarqué qu'il y a comme la secte du Pilate. Ah, le Pilate. Mais c'est vraiment pas mal. Le Pilate, le réformeur, tout ça est très flou pour moi. Pour moi, je sais toujours pas. Pendant longtemps, j'ai cru que le Pilate, c'était une machine sur laquelle tu te mettais qui vibrait. Ah oui, c'est un peu plus physique. Pour en avoir fait, c'est un peu plus physique. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de hobbies comme le roller, la céramique, la bijouterie, tous les petits trucs un peu... Un peu crafty, qu'on a envie de faire quand on en a marre de regarder nos ordinateurs toute la journée et qu'on veut peut-être se créer une nouvelle identité ou se renouveler ou juste poser le cerveau le temps de créer des choses qui deviennent plus ou moins professionnelles dans certains cas. Donc, des hobbies qui peuvent nous sauver. Bon, parlons bien, parlons du roller déjà. Parce qu'il faut avouer que c'est quand même un hobby assez niche, on va dire. Qui a été niche. Ouais. Mais qui est quand même un peu... Tu sais, le skatepark, c'est quand même un peu plus niche que la danse, je trouve. Oui. Mais et puis là, on parle de roller quad, donc c'est pas des rollers inline comme on le voyait beaucoup dans les années 90 et tout. C'est vraiment plus un hobby qui est sportif, mais qui a aussi quand même une vocation un peu... je dirais pas politique, mais... Si, c'est clairement un sport qui porte quand même des valeurs politiques, d'inclusion, notamment avec le derby, qui est un sport queer et inclusif. Donc voilà, c'est pas... féministe. Et féministe. C'est pas juste un moyen de locomotion ou un moyen de se dépenser. Quand on chausse des rollers, on chausse aussi les valeurs qui vont avec. Et ça, c'est important de le préciser, puisque dans l'histoire, le roller a permis d'émanciper certaines communautés. Et donc, voilà, faut pas oublier d'où ça vient. Et donc, Jordan, toi, tu as commencé le roller il y a quelques années et on s'est rencontrés donc par ce biais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire avec le roller skating? Du coup, moi, j'ai commencé le roller. À la base, j'ai fait du roller derby quand j'avais 18 ans. Je pense que j'en ai fait 6 mois et je me suis rendu compte que c'était un peu trop violent de me fracasser contre d'autres personnes. En tout cas, psychologiquement, ça ne m'allait pas, c'était trop violent. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est que le roller derby? C'est un sport en équipe, donc sur des rollers quad, où il y a donc 2 équipes qui s'affrontent autour d'une piste qui est généralement ovale. Donc dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle le pack et la jammeuse. Et le but, c'est que la jammeuse de chaque équipe fasse donc le plus de points possible qui sont faits en faisant le plus de tours de piste possible. Et donc le but de l'autre équipe va être de bloquer la jammeuse et le pack, donc on peut se rendre dedans, on peut se pousser, on peut se faire... Bon voilà, il y a des règles à respecter effectivement, mais généralement on peut se prendre des bons coups en faisant ce sport, donc je me suis rendu compte que c'était un peu trop violent pour moi. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans au début? Parce que c'était... donc il y a le film... j'ai un trou. Bliss. On l'a venait de sortir, voilà. Il y a Bliss qui venait de sortir, il y a une équipe de roller derby qui se montait à Toulouse et... c'était niche, c'était stylé, ça changeait, c'était un peu excitant. Bon, entre le voir et le faire, c'est encore autre chose parce que je me suis rendu compte que c'était trop pour moi. Mais voilà, l'idée de se mêler aux autres comme ça sur la piste, ça me paraissait très chouette. Et du coup, j'ai voulu tenter l'expérience. Et en plus de ça, c'est quelque chose, quand tu en parles aux gens, à l'époque, ils connaissaient pas, donc fallait expliquer. Généralement, ça a provoqué l'admiration. Ah, waouh, tu fais vraiment ça. Donc, j'aimais beaucoup ce sentiment-là. Un peu gratifiant. Voilà. Sauf que donc du coup c'était un peu trop pour moi, donc j'ai un peu remisé mes rollers au placard pendant quelques années. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu plusieurs personnes sur les réseaux se lancer
faire du quad plutôt genre skatepark, danse, balade, etc. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais revendre mes patins de derby et je vais me racheter des autres rollers plus adaptés pour faire ça. Ce que j'ai fait, et sur les réseaux, je cherchais désespérément des personnes pour faire du roller avec moi parce que les personnes que j'avais vues n'étaient pas sur Paris. Et grâce au hashtag, je crois, j'ai trouvé Mélanie que j'ai commencé à suivre en me disant waouh, elle est trop stylée. C'était en quelle année, rappelle-moi? C'était il y a 4-5 ans. Mais vraiment, genre, Mélanie, elle me paraissait genre la cool girl parisienne, trop cool pour moi, un peu inaccessible. Genre ce que j'aurais aimé devenir en fait en roller. Mais ce que tu es devenue, excusez-moi, surtout que si on revoit les vidéos de l'époque, l'élève a dépassé le bien sûr, non, mais surtout ce qu'on faisait, c'est à l'époque c'était même pas si ouf, mais la vibe était tellement étonnante, ouais. Et c'était effectivement, puis c'était vraiment le début, t'as raison là-dessus, c'était très très niche. Là, on est un peu avant le Covid ou après le Covid? On est avant le Covid. On est avant, donc ouais, tu vois, c'est début 2020, peut-être fin 2019, et c'est à ce moment-là où il y avait le Moxie Challenge où on devait poster quotidiennement. Et wow. Ouais, ça c'est Ziggy qui fait des bêtises, oui, qui cherche la balle. C'est moi qui l'ai. Ah là là, mais quelle racaille. Ouais, il veut pas faire une sieste un peu. Bref. Et donc ce challenge, oui, permettait de se motiver sur Instagram à poster quotidiennement quelque chose en roller qu'on avait fait, que ce soit une balade, un mouvement de danse, un tricot skatepark, peu importe, l'idée c'était tu chausses tes patins et tu vas documenter ça pendant 1 an. Avec du recul, c'était peut-être un peu peut-être intense de s'obliger à chausser, il n'y avait aucun repos pour le corps, même si voilà, on pouvait avoir des mouvements plus ou moins énergétiques et dur, mais voilà, en tout cas ça permettait de se visibiliser et d'oser partager, là où Instagram à ce moment-là c'était plutôt un réseau de photos, c'était un peu moins de la vidéo de soi qu'on met en avant sortie de nulle part, fallait quand même se mettre en scène un minimum et on a bien fait de le faire, puisque ça nous a permis de nous rencontrer, mais moi je sais qu'au début les potes étaient en mode ah c'est trop bien, mais d'autres potes étaient en mode c'est trop bizarre, pourquoi tu me mets ça d'un coup sur les réseaux, mais en fait heureusement qu'on l'a fait, et ça c'est ce qui est cool aujourd'hui avec les réseaux, c'est que maintenant c'est carrément du fast cam où on parle, raconte des trucs et tout, donc nous on le fait pas spécialement, mais ça se fait, et tant mieux parce que ça rend sa discipline encore plus vivante et ça permet de connecter encore plus. Donc là-dessus... Je trouve que ça a permis aussi de vachement communiquer les valeurs du roller, tu vois, vu que tout le monde partageait ses étapes, où il en était, sans vraiment avoir peur qu'on le critique, toi, vu que tout le monde était hyper bienveillant, les gens se donnaient vachement de félicitations et tout, et ça a permis aussi qu'on connecte ensemble. C'était vraiment... pour ça, je trouve que ça a été vraiment lucratif, et ça a full fait connaître le roller aussi, là. Mais comme tu disais, le truc de chausser tous les jours, ça, on pourra en reparler, mais ça... Comment dire ? Ça mettait le hobby vraiment dans une case un peu plus performative. Ouais, là on était sur de la productivité, quoi. Donc effectivement, c'est un aspect aussi des hobbies qui peut vite devenir presque toxique envers soi-même. C'est que tu culpabilises si t'en fais pas, tu vois les autres le faire, mais du coup tu dis bah moi je suis grave une merde, j'ai pas réussi à en faire aujourd'hui, ou ma vidéo du jour elle est naze, ou ma photo du jour elle est nulle. Et effectivement ça c'était un peu le côté négatif et le pendant qu'on aurait aimé éviter. C'est cet aspect de performance, là où à la base c'est un hobby. Ça nous permet de nous sentir bien, d'en faire le midi. Quand t'es au travail, tu te déplaces, ou alors d'aller explorer de nouveaux spots en ville, de se déplacer autrement, de juste plus prendre le métro. Donc ouais, ça c'est un aspect qu'on a réussi à dompter, mais avec le temps. Oui, c'était pas facile. Et c'est aussi quelque chose qui a été largement exprimé sur les réseaux. Il y avait beaucoup de... disclaimers, c'est ça qu'on appelle ça, de personnes qui disaient ok les gars, it's ok de pas faire de roller pendant 3 jours, it's ok de voir les autres évoluer, on a tous des plateaux où on ne s'améliore pas, parfois on a le sentiment de régresser, c'est pas grave, on a des aptitudes différentes, voilà. C'est vrai que tu voyais des gens mais oui, au progresser States, de manière fulgurante, mais quoi. Mais en même temps après ça tu te renseignais, en fait la meuf elle avait fait 8 ans de gym, de la gym, exactement, bon, des personnes qui avaient fait des sports où tu les voyais genre moi tu vois le truc que je faisais le mieux par exemple c'est tomber. Pourquoi t'as fait du cheval? J'ai fait beaucoup d'équitation et j'ai appris à bien tomber, du coup dès que je sentais un peu le truc arriver, je c'est bon, cascade, tu vois. Trop bien. Mais pour l'avoir fait pendant 1 an aussi, moi ce qui m'a marqué, bon, tout ce que t'as dit, et c'est surtout que mon univers s'est beaucoup réduit au final. Moi qui aimais faire plein de choses,
à un moment donné, tout ne tournait plus autour que du roller. Et donc, j'ai tenu les 1 an. J'ai fait les 1 an où j'ai posté. Mais à la fin, en fait, tout mon univers s'était appauvri et tout tournait autour de ça. Et je me suis rendu compte que c'était très frustrant parce que du coup, tu n'es connue plus que pour ça. Oui. Et je trouve que ça, c'est un peu frustrant par moment parce que, c'est la fille qui fait du roller. Ouais. Au début, c'est cool. Et puis à la fin, t'es un peu saoulée parce que t'es là, je ne fais pas que ça. Ouais. Ça ne me représente pas dans mon entièreté. Donc, c'est un peu frustrant. En plus, Et vous puis, avez quand même, excuse-moi, mais réussi à construire des grosses communautés. Ouais. Oui. Ouais. Toi, t'as combien d'abonnés maintenant ? Je poste plus, donc j'ai rebaissé, mais à un moment donné, je t'ai monté jusqu'à 22K. Ah ouais, hein. Et là, Ce qui j'ai était 17 énorme. encore. Mais c'était un peu une course aussi. C'est ça. La course C'était qui va avoir la les abonnés, popularité, aller aux abonnés, aux likes. qui va avoir les sponsors, qui va faire un giveaway, qui va pouvoir organiser des events sponsorisés par des marques. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc un peu de la course à. Mais en même temps, j'ai pas le souvenir d'avoir ressenti de la jalousie pour quelqu'un qui y parvenait. Ouais. C'est que on avait tellement... Enfin, après, je sais pas, peut-être que nous, on était dans le monde des bisounours, c'est qu'on est passé à côté de certaines Il y a quand même phases... des gros dramas aux States, hein. Ah ouais, les mais... meufs étaient un peu plus hardcore. Ouais. Bah, aux States, les personnes ont peut-être moins de mal à s'exprimer sur certains sujets clivants. Nous, on est quand même un peu plus discret, j'imagine. Ouais. Ou alors juste, peut-être qu'on s'est absenté, enfin, on n'a juste pas été au courant, parce que moi, j'ai tendance à être la dernière au courant des dramas, donc je suis toujours un peu vexée. Peut-être les enjeux, c'était moins élevé aussi qu'aux States, avec toutes les marques qui étaient américaines aussi. Donc forcément, nous, ça nous touchait un petit peu moins. Et c'est vrai que t'avais réussi à construire rapidement une grosse communauté, parce que si t'as un univers qui est propre à toi, tu postais beaucoup, mais de trucs qui te ressemblaient vraiment, et t'as quand même une bonne évolution aussi. Mais ouais, je comprends le fait que c'est un peu réducteur. C'est réducteur, exactement. Je pense que c'est le bon mot. Alors que finalement, c'est l'arc narratif que tu as choisi de proposer sur ce réseau social-là. Et qui n'est qu'une facette. Et qui est une facette. et c'est là où, bah oui, le hobby... et en plus, tu as dit quelque chose de très juste. Le roller skating, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui pratiquent, vous-même, vous savez, c'est addictif, c'est une secte. C'est-à-dire que quand tu découvres le roller, tu les choses, tu kiffes, tu commences à suivre 2-3 personnes, en plus tu vois tout ce qui est possible de faire avec ces patins, tout ce qu'il y a autour, et t'es juste en obsession totale, et comme tu l'as dit, tout tourne autour de ça. Tes voyages que tu fais, tu le fais pour aller à des events en Europe, etc. Ce qu'on a fait. Voilà, ce qu'on a fait. La première fois que je suis allée en Californie, mais j'ai pété mon câble, vraiment, j'étais là... Quoi, mais Venice Beach? Et vraiment, j'étais là, mais c'est quoi ce truc de ouf? Parce que au-delà d'être un sport, c'est genre un lifestyle, c'est quelque chose de très aussi visuel, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est... créatif. Ouais. Mais tu vois, moi, la limite que j'ai vue, typiquement sortie de confinement, première balade à roller, on était avec Sabine et Sinet. Et là, déjà que de base, ça me saoulait un peu, mais justement, ce côté très attractif visuellement fait que t'as souvent des hommes qui te portent un regard comme si roller skating égale consentement, mate-moi, viens me parler de mes cuisses, viens me parler de ça, viens me parler de mon corps. Et en fait, à la sortie du confinement, t'avais une horde de personnes qui avaient vu 0 zoulette pendant je ne sais combien de mois et qui se retrouvaient à te mater, à venir te voir, à venir commenter ta tenue. C'est pas « Oh, le roller skating, c'est trop fun !» J'en faisais dans les années 80, c'est « Ah, bien les cuisses, là ! Ah, bien le short, la petite tenue, là !» Et toi, t'es là... Et en plus, c'est genre des moments où t'es sur tes quads, au feu rouge, en train d'attendre pour traverser, genre t'es bloqué. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, à Paris, m'a vite saoulée. C'est l'attention que tu apportes sur toi, malgré toi, parce que, bah, évidemment, c'est un peu cool. Donc, quand c'est des filles, des fillettes de 5 ans qui te regardent et qui disent « Maman, regarde !» Là, c'est génial. Et tu dis peut-être que je lui ai planté une graine, qu'elle va rejoindre la secte à un moment donné. Mais voilà, dans de nombreux cas, malheureusement, c'est des regards un peu... ou même les personnes qui attendent que tu te gaufres, que tu tombes. Et tu sais, ils sont là en mode bah dis donc, peut-être qu'elle va... Et tu sens le regard de... Oui, ou alors pire, l'aspect infantilisant, où des personnes vont te demander, parce que t'es une femme sur des patins, de mettre des protections, ou te demander si tu sais en faire. Il va voir mes photos dans le bol et dans la rampe. Du coup, c'est vrai que...
comme tu dis, il y a des aspects un peu négatifs aussi qui font que des fois, c'est aussi facile de se tourner vers d'autres passions. En tout cas, moi, je sais que j'étais un peu soulagée à la fin du challenge des 1 an de un peu faire autre chose et de faire une pause parce que il y a, voilà, comme tu dis, beaucoup de choses un peu relou par moment qu'il n'y a pas forcément dans d'autres passions, que tu peux faire un peu de ton côté ou dans ton coin, etc., et qui sont peut-être moins soumises aussi à un avis et un regard extérieur et qui te permettent d'être peut-être un peu plus libre du jugement et du regard des autres. Mais ouais, c'est vrai que moi, ça m'a aussi un petit peu saoulé ça. Je trouvais que c'était pas agréable. Et puis même le regard sur les réseaux sociaux aussi, au final, que toi, tu poses sur toi-même, que les autres posent sur toi, qui n'est pas forcément évident à gérer, je trouve aussi, parce que ça devrait n'être qu'une passion. Et je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression aussi par rapport à ça, par rapport à cette passion aussi. Moi, c'est vrai qu'à la fin, pareil, ça m'a soulagée de faire aussi une pause parce que ouais, t'as la pression de la visibilité sur Internet, de poster, des gens qui peut-être attendent des choses de toi. Et puis, les réseaux sociaux, c'est un peu... Bon, on le sait tous, hein, on est dedans, mais ça, c'est un engrenage qui est un peu vicieux par moment, où tu te prends un peu trop au jeu, et du coup, des fois, tu perds aussi... Enfin, je sais que moi, je perdais un peu des fois vu juste le plaisir de rouler pour il faut faire une vidéo qui soit esthétique, qui soit ci, qui soit ça. Ouais, après c'est aussi un moteur puisque ça permet d'aller de se pousser un peu et d'aller découvrir des spots peut-être très jolis mais bien plus compliqués que ce que tu aurais fait d'habitude, donc ça va te pousser à la créativité, notamment ça marche aussi sur les spots de street, donc quand on va aller sur des modules de l'espace urbain qui sont peut-être pas forcément prévus pour faire des figures, mais sur lesquels voilà, c'est connu que c'est un spot de skate, donc on y va, on teste, ça permet voilà, d'explorer aussi la ville autrement, et même si c'est que pour la photo, j'ai envie de te dire, tant mieux, je sais pas, au moins ça t'aura poussé à aller quelque part, mais ça c'est le côté positif de cette démarche, mais l'aspect un peu plus toxique, ça va être faut absolument que je fasse la meilleure photo ici et je pars pas tant que je l'ai pas fait, et si j'y arrive pas, je suis une merde. Voilà, donc faut aussi doser, mais moi je trouve ça cool aussi de se challenger, et encore une fois, nous on parle d'une pratique qu'on a énormément partagée sur les réseaux, il y a d'autres hobbies qu'on exerce, il me semble qu'on a très peu montré sur les réseaux, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on sent un rapport plus sain avec, ou qu'on est moins dans cette productivité, mais si demain on commence à la partager, voilà, est-ce que forcément vous pensez qu'on va tomber dans ce genre de trait, ou c'est lié forcément à une activité artistique, ou juste à l'image de soi ou de ce qu'on veut proposer au monde ? Moi je pense que d'avoir partagé le roller autant, il y a des enseignements qui me serviront quand je commencerai à partager, puisque c'est prévu bientôt, et ça a commencé pour d'autres passions, mais en tout cas, je sais que je referai pas forcément les mêmes erreurs, je fais plus attention à certaines choses, et du coup, voilà, j'en tire plein d'enseignements, et je sais que je ferai pas pareil, et que ce sera plus sain. Après, les autres passions, le roller, c'est la seule aussi qui est sportive. Les autres passions, c'est plus des choses manuelles, créatives, mais pas forcément physiques, où j'engage tout mon corps et je fais des gros efforts physiques. Donc c'est pas aussi pareil là, du coup c'est plus peut-être plus lié à ce que tu peux produire, créer, imaginer, et que là c'était aussi une performance aussi physique, donc c'est aussi pas pareil. Rajouter au côté esthétique, avec la bonne tenue, le bon spot, la bonne lumière, la bonne musique, la bonne musique, oui. Pression mais tout oui, ça. Et toi Lalou, outre-mer, quand t'étais à Montréal, du coup parce que c'est là où tu pratiquais le plus, comment tu le ressentais là-bas, ce rapport au roller skating, parce que c'était pas du tout la même communauté que celle qu'on connaissait en France. Moi déjà au début j'étais toute seule. Genre, quel enseignement. J'avais des vieux rollers, le ring du coin avait fermé, puis genre il faisait trop mal aux pieds, genre c'était du béton le truc limite, genre ça faisait trop mal aux pieds quoi. Et je m'entraînais toute seule. J'ai une pote qui m'avait montré vite fait comment faire, qui elle en faisait en balade et qui avait fait du patinage artistique. Mais ouais, du coup c'était hyper solitaire. J'avais trouvé via Instagram 3 autres filles avec qui on avait été ensemble pour la première fois au skatepark, tu vois. Mais avant qu'on trouve le reste de la communauté, ça a vraiment pris du temps. Et je voyais le truc aller en mode super perfo et tout. Et puis en vrai, moi j'ai eu des bons patins assez tard. Donc j'ai eu le temps de voir ça évoluer sans être trop dedans. Donc j'ai réussi à garder un peu de recul. Et ça, vu que j'étais solo aussi, j'étais comme ok. Et puis je pratiquais au taf aussi. Vu que c'était l'hiver et tout ça, j'en profitais des grands couloirs et des studios tard le soir pour faire mon truc, tu vois.
Mais je ressentais ce truc-là, mais vraiment plus vis-à-vis de moi, tu vois, en mode genre quelque chose que je me mettais sur les épaules plutôt que vis-à-vis de la communauté. Bref, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. Mais pas du tout. Mais ouais, et j'ai remarqué quelquefois que genre, putain, je le fais aujourd'hui un peu pour poster et pour montrer que moi aussi, je me chauffe, tu vois. Alors qu'au final, des fois, j'avais pas envie, quoi. Et puis en plus, c'est quand même un sport assez qui peut être frustrant, dans le sens où il y a des trucs hyper techniques, où est-ce que chaque baby step est vraiment gratifiant, mais quand t'as un blocage, ça peut prendre vraiment la tête, quoi. Et quand tu vois les autres évoluer vite et tout, tu te dis merde, alors que, je sais pas, on peut vite facilement oublier qu'on le fait pour soi et pas pour les autres. Ouais, et puis surtout, on montre ce qu'on veut avec les images. Ouais. Mais par contre, tu vois, au moment où j'ai trouvé plus de monde, où on s'est rallié un peu plus, là, ça a pris une autre dimension et j'ai beaucoup plus apprécié. Parce Après, à Montréal, les gens sont très bienveillants. La communauté de roller était très queer. Ce que je trouvais en France qui était comme moins représenté, c'est plus comme féminin, tu vois, que queer. Et ouais, tout le monde était vraiment là pour s'épauler et tout ça. Vu que c'était plus petit, on se mélangeait aussi avec les personnes qui faisaient du derby, tu vois, avec des inliners aussi. Donc c'était vraiment... Il y avait vraiment une autre vague, quoi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'en France, il y avait un truc un peu plus compétitif, et je pense que c'est culturel aussi, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai pu remarquer et comparer parce que moi, j'ai fait l'équitation longtemps. Et quand j'étais plus jeune, on avait aussi des blogs d'équitation, tu vois. Et celles qui perçaient un peu plus et tout, c'est toutes les meufs qui avaient de la thune pour avoir du beau matériel, faire plus de cours avec des DP qu'elles avaient des chevaux en demi-pension ou leur poney à elles. Et c'était un peu ça, quoi. Vraiment, celui quand jette le plus, plutôt que... Pas les vraies valeurs, mais vraiment, ouais. Plus le côté m'as-tu vu du sport que le côté j'adore ce sport, je veux trop le partager, c'est trop cool, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, genre même quand je donnais des cours de skate ou de roller, pardon, ou que je rencontrais des personnes qui débutaient, qui me disaient non mais je peux pas faire ça avec mes patins. J'étais là genre ah non mais par contre pour le roller, alors certes t'es pas aidé si t'as vraiment le premier prix, mais t'as pas besoin d'avoir des patins à 300 € pour kiffer déjà, et pour faire les premiers pas en skatepark, en ball, en danse. Et ça se confirme tellement quand tu vois les vieilles images du tout début, où même t'as des Barbie patins avec des vieux rollers, Shaya, ou Kaya, je sais pas comment on prononce le nom de cette marque. La platine est en plastique, la bottine, on dirait qu'elle va s'envoyer en l'air, et elle te saute les 3 blocs de Macba à Barcelone avec des patins. Vraiment, aujourd'hui, t'as peur si tu mets ça. Meuf, j'ai un pote, il faisait du roller inline, mais genre dans les années, début des années 2000, et il a fait un peu de quad. Il avait des patins, son bloc, il me disait c'était des bouchons de liège. C'est un peu plastifié, tu vois, genre à l'arrache, quoi. Mais comme quoi, ouais. Mais... Puis nous, on commençait à faire du skatepark aussi avec des lollies. C'est le truc où ta cheville, elle peut aller de tout bord, tout côté. C'est là. clair. Ouais, voilà, donc c'est pour ça aussi, c'est ce truc. Alors après, moi aussi, je me suis souvent convaincue que quand j'aurai telle paire à des centaines d'euros, ça ira tout de suite mieux. Alors, on va pas se mentir. Avec ça te fait juste mal aux pieds pendant 3 semaines. Voilà, mais forcément que ça aide. Quand t'as un meilleur maintien de la cheville là-dessus, on est d'accord, mais t'as pas besoin d'avoir ce matos-là pour te lancer et pour tester des nouvelles choses. Après, évidemment, on fait attention si on le sent pas et si on sent que la cheville est pas assez maintenue. Faut pas se forcer, mais en tout cas juste serre plus fort. Voilà, serre plus, mets des grosses chaussettes. Après, je trouve que Thaïs c'est le bon exemple parce qu'elle roule avec les rookies. Alors elle fait une petite modif où je sais que elle, si je dis pas de bêtises, elle met une petite plaque en métal pour que ça reste bien collé avec la semelle, mais en soi du coup elle a des rookies qui coûtent 50. La bottine, ouais. 50 €, je crois. Et donc, il y a tout le setup qu'on met par-dessus. Voilà, mais en tout cas, les bottines déjà sont abordables. Et, c'est vrai que c'est un bel exemple et une belle façon aussi d'utiliser au maximum ses patins, parce que pour le coup, ça permet de pousser au maximum une paire qui est très accessible et de motiver à y aller. Et de toute façon, ça, la paire de rookies classique, elle coûte 100 €, voire 50 € sur Vinted. Allez-y, si vous hésitez, c'est jamais une mauvaise option. Ouais. Je propose qu'on passe à d'autres sujets que le patin. D'autres hobbies. J'aimerais enchaîner sur tout à l'heure en off, Jordan, tu nous disais un peu, tu nous parlais de choix de tes hobbies et pourquoi est-ce que tu es allé vers tel hobby plutôt que d'autres. Donc j'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que je trouvais ça vraiment intéressant comment tu faisais le parallèle entre tes hobbies
et ton enfant intérieur, ta personnalité. Ok. Du coup, ce que j'expliquais, c'est que en réfléchissant au sujet du podcast d'aujourd'hui et à mes passions et pourquoi je les ai choisies, c'est... Il y a quand même pas mal de passions que j'ai choisies, je pense, parce qu'elles sont uniques ou un petit peu niches. Mais aussi parce que c'est des passions, quand on en parle autour de soi, qui ont une image de quelque chose de cool, stylé. Et il faut savoir que moi, quand j'étais petite, j'étais absolument pas une petite fille populaire. J'étais un peu en décalage et j'étais pas forcément hyper aimée, j'avais pas forcément beaucoup de copains. Ça allait un petit peu mieux à l'adolescence après. Ne pleurez pas pour moi. Mais voilà, mais j'ai jamais eu cette image de la fille la plus populaire ou la fille la plus cool. J'ai toujours été un peu en décalage, mais quand j'étais ado, c'était plus le décalage geek que le décalage cool. Et du coup, ces passions-là, aujourd'hui, elles font... Je pense qu'elles réparent un petit peu mon enfant intérieur. Et ça, elle me permet... Le roller, ça a été beaucoup ça. Et les autres passions là que j'ai aussi, notamment, je fais des bijoux qui sont colorés, qui me ressemblent, qui sont décalés. Le crochet aussi... où j'essaie aussi de faire des choses un peu décalées et colorées, et tout ça me permet de réparer donc mon enfant intérieur et de accéder à cette image de cool kid que je pense j'aurais adoré avoir et que je peux un peu toucher du doigt aujourd'hui. Et que tu es. Et que tu je es suis cool kid. aujourd'hui. Voilà, on peut le dire. On vous mettra le lien de tes réseaux sociaux, TikTok, Insta, tout ça, parce que c'est ton univers, il s'étend à chaque pratique que tu entreprends. Là, tu as parlé donc des bijoux, du crochet, tu fais aussi de la céramique. Oui. Sur TikTok, tu partages tes looks aussi. Oui. Et ça, c'est une forme d'expression aussi qui est pas forcément niche, mais qui étend encore plus ton univers. Et là-dessus, t'as vraiment une ligne qui est hyper marquée, et c'est super agréable en tout cas de regarder. Et je sais que les personnes qui te suivent sont toujours hyper ravies de découvrir ce que t'as encore à proposer dans cet univers-là. Donc c'est trop cool. Et j'ai très hâte de voir la suite. Attends, faisons un petit break, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bug. On est de retour du petit... Ça avance toujours ? Ouais, c'est bon. Mais... Allô ? On entend. Test. Ouais, c'est bon, ça reprend. Ok. Nous sommes de retour. Il vaut mieux vérifier. Et toi, Lalou, du coup, équitation, ouais. Roller. Le roller, ouais, c'est venu parce que je pouvais plus faire d'équitation. J'en ai fait un petit peu au Canada, mais ça coûtait trop cher. Et avec la pandémie, c'était compliqué aussi. Et monter par -20, même si t'es à l'abri du vent, c'est un peu chiant. Et non, en vrai, j'ai eu plein de hobbies un peu créatifs en grandissant. J'étais très manuelle quand j'étais petite, tu vois. Genre, je faisais beaucoup de bricolage, beaucoup de dessins, collage et tout ça et compagnie. Mais la musique aussi, par moi-même. Mais c'est vrai que j'avais toujours comme besoin de trouver des hobbies qui me permettent de me dépenser, mais qui aussi font appel à ma sensibilité, tu vois. Et le roller, ça m'a vraiment aidé avec ça, où est-ce qu'il y a le côté créatif, le côté vidéo que j'ai toujours kiffé, et le côté un peu... faut aller un peu chercher du danger, tu vois. Mais je comprends flou ce que tu disais sur le fait de trouver des hobbies un peu pour répondre au toi du passé, on va dire, là. Parce que... Comment dire ? Je sais pas, je nous vois maintenant avec nos personnalités, nos hobbies et tout, et je suis sûre que genre on serait trop fiers de voir qui on est, et genre... Moi, je suis juste trop contente pour la petite fille que j'étais, toi, en mode genre, c'est bon, on a réussi à comme vaincre notre timidité, à faire ça et tout, parce que mettons, moi, le roller, c'est un truc qui m'a... que ça a débloqué chez moi, c'est la timidité aussi, le fait de se mettre en avant, tu vois. Et je pensais pas que j'allais réussir à faire ça, quoi. Enfin, surtout, je sais pas, il y a des trucs que les hobbies peuvent nous apprendre qu'on soupçonne pas du tout, tu vois. Comme, par exemple, ce hobby-là, là, de faire du podcast. Parler dans un micro. Moi, je voulais trop pas montrer ma face, tu vois, mais au final, je me dis, ouais, mais en fait, si on veut que le projet il soit plus durable et tout ça, il va falloir comme s'exposer, même genre, j'aime pas ma voix, le fait d'exposer sa voix, c'est autre chose. Ça pousse aussi à aller au-delà de tes insécurités, parce que, tu sais, je sais pas toi, Mélanie, moi, des fois, j'ai peur de comme dire de la merde ou que ça soit pas intéressant, alors que, oui, évidemment, des fois, ça va être chiant, mais... Au moins, c'est dehors. Voilà, au moins, c'est sorti. Au moins, on l'a fait. Ça, c'est un truc qu'on a dit au premier épisode. Dans le fond, tout le monde s'en fout de ce que tu fais.
Tu sais ce que je veux dire? Genre, sauf là, effectivement, avec ce podcast, on s'adresse potentiellement à des personnes qui ne nous connaissent pas encore, donc on n'a pas la même bienveillance que sur notre communauté, mais perso, j'ai jamais eu de haters parce que telle vidéo que j'avais fait était trop nulle, ou je me la racontais, ou j'avais l'impression de donner une mauvaise image de je sais pas quoi. Donc c'est sûr qu'en termes de dépassement et de faire face à nos peurs, mais en même temps, c'est aussi cet équilibre entre j'ai tellement envie de le faire, et j'ai tellement peur de le montrer aux autres. Donc, quand le premier prend quand même le dessus sur l'autre, c'est-à-dire que j'ai plus envie de le faire que peur du jugement, bah, effectivement, c'est là où ça marche et c'est là où tu vas. Mais c'est ce qu'on avait déjà dit dans le premier message, c'est que souvent la peur nous bloque. Mais une fois qu'on est lancé, et surtout une fois qu'on est entouré de personnes avec qui exercer ça va tout de suite mieux. Franchement, le roller, peut-être que si personne ne l'avait jamais partagé sur les réseaux, j'aurais peut-être jamais partagé. Ce podcast, depuis 1000 ans, j'avais envie de le faire. Lalou, si t'avais pas été là pour me motiver, pour porter le projet, il aurait certainement jamais vu le jour. Ouais. Tu vois, Jordan, on a prévu de faire un marché de créatrices ensemble parce que moi, en plus du roller, je fais du vitrail aussi et c'est quelque chose qui est hyper intime pour moi et que j'ai très peu exposé jusqu'ici pour 2 raisons. Comme toi avec le chant, Lalou, je pense, c'était une création tellement intime comparée au roller qui était plutôt public que je le gardais pour moi, pour mes proches, une story de temps en temps, mais en tout cas, effectivement, ça avait le même rôle en termes de moi dans la société, comment je me place, comment je me raconte. Quand je disais aux nouvelles personnes que je rencontrais, je fais du vitrail, mais tout le monde écarquille les yeux, il y a des étoiles, et c'est en mode, mais quoi? Mais attends, tu fais... Alors que pour moi, c'est juste couper du verre, l'assembler pour former un joli motif et faire des lampes, faire des boucles d'oreilles, faire des panneaux lumineux, juste créer. Et jusqu'ici, c'était très intime et voilà, me permettait de briller autrement aussi et de me montrer sous un autre jour par peur de paraître peut-être un peu banale ou juste pas intéressante. Et c'est aussi ça aussi que récemment j'ai appris, c'est qu'on ne se définit certes pas par notre travail. On ne peut pas aussi... Attends. Ça s'est arrêté à quand ? Non, juste là, quand parce que je voulais voir où il en était. Donc, on peut pas se définir par notre travail, on peut pas non plus uniquement se définir par nos passions, même si ça nous permet de nous valoriser. Mais clairement, ce que j'espère que les gens retiendront de moi, c'est pas tous mes hobbies, c'est plutôt mes valeurs et ma personnalité et le soin que j'ai eu pour eux. Même si je suis hyper fière de tous ces hobbies que je fais, ça n'est pas forcément qui je suis. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui font du vitrail, qui sont des personnes méchantes, tu vois. Genre, et ça veut pas dire que c'est des super personnes de ouf et parce qu'elles brillent, elles sont super et qu'elles font quelque chose de créatif. Il y a ça aussi des fois où il faut replacer le curseur peut-être, de se dire, ok, ça c'est l'image, que c'est la narration que j'ai envie de vous envoyer, mais je suis pas que ça, mais ça aide à se prendre confiance en soi, à extérioriser justement toute cette énergie qu'on a, cette créativité. Moi, je sais que là, je viens de commencer une série de panneaux en vitrail, je les ai en tête depuis 1 an. Et ça fait 1 an. Ils sont trop beaux en plus. Ils sont trop beaux, je suis trop fière. Et ça fait 1 an que, en plus, j'avais cette peur qu'ils soient pas aussi beaux en vrai que dans ma tête, puisque dans ma tête, c'était de l'abstrait. Là, une fois que je les ai créés, ils sont là, ils existent. Je sais même pas encore comment je vais les accrocher, comment je vais pouvoir les vendre, enfin, comment ils vont pouvoir être exposés dans un intérieur, mais ils sont là et j'ai l'impression d'avoir accouché, quoi, d'un bébé. Et c'est ça aussi qui est super chouette, mais qui me fait aussi peur dans l'idée de, à partir de maintenant, partager ce travail. Parce que d'un coup, ça va appartenir aussi aux autres et j'ai pas envie de retourner dans les mêmes traits toxiques que j'ai pu avoir avec le roller, c'est-à-dire de me mettre la pression, de devoir me montrer au monde. Mais en même temps, là encore une fois, pour moi, c'est plus important de partager mon travail et potentiellement aussi d'en vivre, de le monétiser. Et donc aussi, voilà. Et donc là, maintenant, la peur est moins importante que l'envie de partager. Et ça m'amène à un autre sujet, du coup, celui de monétiser tes hobbies. Ouais, voilà, ouais. Ok, quand ton hobby n'est plus juste là pour te faire du bien, mais te permet aussi d'en vivre un peu. Faut pas oublier qu'à la base, un hobby, c'est quelque chose pour se faire du bien. Voilà. Et pour s'épanouir. Mais Enfin, là, quand t'as une envie qui arrive de créer ou quoi, genre...
faut le faire, mais je trouve qu'on est dans une ère où vraiment dès qu'il y a un truc, on se dit putain, faut make the most of it, faut le capitaliser de ouf, faut monter un business plan, faut le brander. Ta pote qui en fait trop, tu sais, genre quoi, un peu moins. Tu vas faire un podcast, Mélanie? Alors attends. Je pense que Mélanie et moi, on est un peu à un tournant par rapport à ça, parce que c'est, enfin voilà, le vitrail, c'était un peu un hobby peut-être au début, et moi la céramique, pareil, en fait, c'est des hobbies où on se prend peut-être pas au sérieux. Moi, je sais que pendant longtemps, les choses créatives que je faisais, j'appelais ça mes bidouilles. Waouh, c'est tellement réducteur. C'est tellement réducteur, et je trouve que là, on est à un tournant toutes les deux où genre on se prend au sérieux, on s'assume en tant que créatrice, artiste. Ouais. Et justement, le next step pour moi, après voilà, forcément peut-être que le hobby se transforme en passion et va se transformer en gagne-pain, et du coup peut-être qu'on mélange un peu les choses, mais en même temps je trouve que c'est vraiment on a fait un pas en avant où on s'assume, et le next step du coup c'est de monétiser ce qu'on fait, qui va nous permettre d'aller encore plus loin par rapport à ça, et de encore plus prendre confiance en nous et de s'assumer encore plus, je trouve. Mais ça laisse aussi une grosse place au doute, parce qu'on sait très bien que l'artisanat est coûteux, qu'on doit mettre un prix sur des choses que jusqu'ici on faisait peut-être pour faire des cadeaux ou pour soi. Et donc d'un coup mettre un prix dessus qui sera forcément corrélé à la valeur émotionnelle qu'on y met, au temps passé dessus, au coût des matériaux, etc. Tu te retrouves... faut aussi s'attendre à être jugé sur les tarifs qu'on va mettre sur notre travail, tout en gardant en tête qu'il ne faut pas non plus se brader, puisque voilà, maintenant qu'on a peut-être un objectif un peu plus professionnel, on a envie d'être juste dans le tarif, mais aussi de pouvoir nous y retrouver. Et ça, c'est quelque chose que pour ma part, j'appréhende un peu. C'est de me prendre, effectivement, d'être soumis au regard des autres pour ce que je fais, mais aussi comment je le valorise. Et quand je demande autour de moi, tu achèterais ça combien ? Parce que je demande à mes amis proches, tu vois, les fourchettes vont du simple au double. Selon à qui je m'adresse, selon si c'est des personnes éveillées au design, c'est des personnes qui ont l'habitude de faire des marchés de créateurs, ou des personnes qui ont plutôt l'habitude d'aller acheter dans des enseignes grand public, centres commerciaux, etc. Et ça, moi je pense que faut bien s'entourer dans ces moments-là pour pas perdre pied et pour pas se sentir dévalorisé par ces remarques-là. Pas demander l'avis de tout le monde non plus. Non plus, ouais. Moi c'est bon, j'ai fait mon De toute façon, tu auras tes clients, et voilà, ce que tu feras ne plaira pas à tout le monde, que ce soit par l'esthétique ou par le budget. Mais tant que toi tu trouves tes petits clients. Voilà. Est-ce que tu veux que ce hobby devienne ta première source de revenus ? Non. Ok. Alors je sais pas, moi je suis encore... Qui sait En fait, j'ai été tellement frustrée pendant toutes ces années d'être salariée et de pas avoir assez de temps pour m'y consacrer, que j'ai aussi envie de profiter de cette période-là. Tu veux le transmettre aussi, l'art du vitrail. Voilà, c'est un de mes projets. Enseigner aussi. Voilà, c'est aussi de pouvoir créer animer des ateliers pour apprendre le vitrail. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire, qui était assez marginal, mais effectivement, c'est une passion qui se transmet. Donc... pourquoi pas, mais effectivement, aujourd'hui, je suis encore dans ce complexe de l'imposture où je me dis, bon, tant que j'ai pas eu des retours de personnes, peut-être que je connais moins, parce que forcément, mon entourage me soutient énormément, mais je sais qu'il y a beaucoup de bienveillance, mais voilà, une fois que je me serai confrontée aussi au regard d'autres personnes inconnues, là, oui, ça me motivera, c'est sûr, et de toute façon, on me réclame des initiations depuis des années, donc ça va arriver. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas non plus envie de biaiser mon rapport au vitrail en voulant le pousser trop loin. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de guérir mon enfant intérieur, enfin mon ado qui s'est fait recaler en école d'art quand elle avait 17 ans, voilà. Et c'est ce truc aussi de revanche en mode, ok, j'ai peut-être pas fait d'école d'art, mais j'ai pris des cours, j'ai appris, maintenant je suis en mesure de créer, de transmettre, et ça, je trouve ça... Il y a des personnes un peu plus jeunes ou pas jeunes qui nous écoutent et qui n'osent pas trop se lancer, mais allez-y et n'attendez pas qu'on le fasse à votre place. Ouais, il n'y a pas d'âge pour aller faire des hobbies, quoi. Il n'y a pas d'âge. Pour se lancer dans quoi que ce soit, en fait. Moi, j'ai pris des cours de vitro l'année où j'ai commencé à apprendre le roller, donc j'avais 23-24 ans. Et c'est quelque chose qui donne vraiment du sens à tes semaines quand tu as ce cours-là le samedi matin ou le jeudi soir. Enfin, vraiment, tu découvres un nouvel univers, tu rencontres des personnes, comme on disait l'autre fois, que tu n'aurais peut-être pas rencontrées dans d'autres contextes, et c'est trop chouette. Et ça te permet d'apprendre aussi des nouvelles choses, de découvrir aussi des nouvelles choses. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi, on se l'est déjà dit aussi, découvrir ou apprendre quelque chose de nouveau, ça réveille des sentiments chez soi, ça t'émerveille, ça te passionne.
et ça te fait te sentir vivant, je trouve, en fait, tout simplement. Et du coup, faut se lancer et faut faire ses hobbies et faut surtout pas avoir peur du regard des autres. Ça donne grave un sentiment de fraîcheur, je trouve. Oui. Surtout, en fait, des fois, ce qui peut être dur, je trouve, quand tu commences un hobby, c'est d'être tout seul dedans. Et d'être nul aussi. Ouais. Tu vois, tu commences, t'es pas ouf. Et effectivement, si en plus t'es seul... Mais si t'es seul avec toi-même, ça va, tu vois. Mais quand t'es Oui. seul dans un schéma de groupe, ça peut être hyper intimidant. Ah oui, c'est-à-dire se pointer tout seul au cours. Ah ouais, là, faut prendre sur soi. Faut se mettre un petit coup de pied. Faut envoyer le chèque d'adhésion. Et comme ça, t'as plus le choix. Ouais. Faut demander à des potes, tu vois. Oui, mais encore une fois, si tu vas avec des amis, t'es sujet au regard de l'autre. Ouais, mais ça dépend. Choisis bien tes potes, quoi. Oui, et choisis bien ta discipline aussi, parce que là, on parle de hobby artistique. Ça peut être aussi sportif. Mais clairement, c'est pas rien de se dire, ok, je m'inscris à une classe. J'y vais toute seule, je sais pas qui je vais voir, je suis jamais allée là-bas, j'ai jamais tenu tel outil dans ma main ou j'ai jamais tenu tel ballon dans ma main, enfin, peu importe l'activité. Mais quand on arrive à le faire, on est quand même très fiers de nous. Et encore une fois, c'est-à-dire que l'envie de le faire a dépassé la peur de le faire. Et c'est hyper... Enfin, ça fait pousser des ailes, je trouve. Ça te permet d'être plus ambitieux dans d'autres choses et ça te permet d'aller plus de l'avant dans d'autres sujets, même au travail ou quoi. Ça permet de se faire évoluer aussi. Moi, je pense que dans les hobbies aussi, ça c'est... Ah, c'est juste Siri qui se déclenche. Merci. Il y a... Ok, peut-être que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais je pense que dans les hobbies, ça c'est mon esprit productif qui parle, mais il faut de la discipline, tu vois. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas ou des moments où comme on délaisse un peu parce qu'on l'aime moins et tout, puis it's ok, mais comme je pense c'est important de quand même s'allouer du temps pour le faire et de respecter ce temps-là pour ce hobby, parce que mine de rien, même des fois si on n'est pas trop dedans, ça vient quand même, tu vois. Comme, mettons, moi des fois j'ai pas envie d'aller au sport, tu vois, mais une fois que je suis dedans, je me rends compte que ça me fait du bien au corps, certes, mais à ma tête surtout, et que j'oublie qu'au-delà des dépenses physiques, c'est un hobby pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, tu vois, et genre mon esprit il est juste focus sur autre chose. Et je trouve que des fois le hobby on a tendance à le négliger un peu en mode genre c'est juste un truc que je fais on the side et tout, alors que ça fait partie c'est du wellness, tu vois. Clairement. 100% d'accord. Et surtout si vous avez déjà prévu d'aller par exemple à cet atelier ou à ce cours de sport ou quoi, et que t'y vas pas, et moi les sentiments de culpabilité que je me payais derrière... À la place de quelqu'un d'autre. Oui, voilà. C'est clair. Mais non, c'est hyper important, en tout cas, ce que tu précises. Et encore une fois, la discipline est importante. Il faut aussi savoir s'écouter, mais c'est sûr que hors cas extrême, tu gagneras toujours à y aller plutôt qu'à avoir la flemme. Mais bon, après, voilà, c'est chacun place son curseur où il le souhaite. Est-ce que vous pouvez pointer un apprentissage que vous avez fait via un de vos hobbies qui, vous pensez, a été majeur un peu dans votre vie ou récemment, genre? Moi, je pense que le roller, ça m'a appris la résilience et être beaucoup plus douce envers moi-même quand je commence quelque chose. Je sais que depuis que je suis petite... quand je commençais quelque chose, soit j'étais bonne la première coup et du coup je continuais, soit si j'y arrivais pas, c'est bizarre, je réussis pas les premiers coups, un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Oh mince, quel hasard. Et mais du coup j'étais hyper sévère avec moi-même et donc c'était fini, je voulais plus jamais toucher à ça de ma vie. Et le roller, ça m'a vraiment appris à tomber, à tomber, à pas réussir, à m'accrocher, à recommencer. Et des fois j'ai passé des sessions entières à essayer de faire un truc que je n'ai pas réussi à faire, mais ça m'a appris à malgré tout voir les progrès, même si j'avais pas réussi la figure finale de ma session, et aussi à être plus douce avec moi-même. Et donc aujourd'hui c'est quelque chose que j'arrive à transposer dans d'autres aspects, et à être beaucoup moins sévère avec moi-même si je n'arrive pas à faire un truc du premier coup. Ça c'est vraiment un apprentissage majeur, je dirais. Résilience et indulgence. Oui. De bonnes valeurs. Oui. Toi, Mélanie? Moi j'ai clairement appris la patience et... Avec le roller encore? Non, avec le vitrail. Je m'explique, et surtout la capacité à ne pas péter un câble quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parce qu'il faut savoir que le verre, quand on le coupe, il veut pas du tout aller là où tu veux l'emmener. Quand tu le coupes, il a tendance à couper très droit. Donc si tu as envie de tracer une courbe pour le couper dans une forme arrondie, il peut se fissurer en deux si t'as pas bien coupé. Donc quand t'as passé, allez on va être gentil, 5 minutes à couper ton verre et que t'arrives à la partie la plus compliquée et qu'elle se pète dans tes mains,
ou que tu fais tomber ta pièce parce que t'es hyper maladroit pour moi et que tu n'as pas de tapis en dessous de ton espace de travail, la pièce sur laquelle t'es depuis 10 minutes, elle se pète en deux. Ok, alors, il n'y a pas de contrôle Z dans la vie, d'accord ? Là, c'est les moments où je suis en mode « Non, retournez 2 secondes en avant, s'il vous plaît, je ferai attention. » Il te faut un tapis. Mais oui, déjà, il me faut un tapis. C'est toi qui m'avais dit ça dans une vie dangereusement. Mais des fois, je fais tout pour presque m'auto-saboter, mais je passe quand même au-dessus. Mais j'ai toujours pas de tapis sous mon espace de travail. Mais voilà, en tout cas, quand je vois une pièce qui se pète, et ça m'est arrivé encore dimanche dernier, je suis là en mode « Ah non, bon. » Moi, je me dis, bon, ok, c'est cassé, je vais pas la recoller. On peut pas recoller une pièce. Bon, on recommence. Et puis, on a une petite larmichette au coin de Tu peux la redécouper et en faire des boucles d'oreilles. Par exemple. Ouais. Rien ne se perd, tout se crée. Et toi, Lalou, qu'est-ce que t'as pu apprendre de toi Moi, j'ai appris, ou réappris, je sais pas trop, mon rapport à la peur et en fait à me faire confiance. Parce que mettons, quand je montais à cheval, ne veux pas, c'est quand même un sport d'équipe où t'es toi et un animal, vous communiquez pas verbalement, c'est que des gestes et c'est aussi ton rapport émotionnel qui fonctionne, tu vois, qui fait qu'il y a une communication qui se crée. Mais j'ai repensé, puis j'étais comme, tu sais, tu fais quand même confiance à un animal de comme plus de 600 kilos, et puis des fois, quand il change d'avis et que tu t'envoies pas les bons signaux, ça se passe mal, tu vois. Et en roller, en fait, je me rendais compte que c'était tout aussi risqué d'être sur des patins puis de se jeter dans des bols, tu vois, sauf que là, toute la confiance reposait sur moi. Et le fait que ça repose sur moi, ça m'a permis vraiment de me reconnecter à ce truc-là, où est-ce qu'avant je lâchais prise par crainte, tu vois, ou est-ce que là je me disais, ok, c'est à moi de le décider, puis c'est moi qui gère, et il y a peut-être des éléments X ou Y qui vont faire que je vais tomber ou quoi, genre mon truc est mal mis, ou genre ça va mal, tu vois, mais si moi je le sens et que je me donne, bah, c'est tout à mon honneur ou au contraire, tu vois. Et genre, par exemple, la première fois que j'ai droppé, je l'ai senti ce truc de comme genre, c'est sur tes épaules, tu vois. Et comme quand on s'est retrouvés il y a quelques semaines là, pour aller faire du bol, ça faisait 1 an, je pense que j'avais pas droppé et je savais plus faire et je me suis juste dit, ok, genre, bah, foutu pour foutu, genre, je saute dedans, quoi. Genre, tu sautes pas dedans, mais tu te lances. Ouais. Et le fait vraiment de se reconnecter et de se faire confiance et de se dire comme, t'inquiète, on est avec nous, ça va bien se passer. Mais ça m'a libérée de tellement de choses. Et encore une fois, ça m'a aidé à vaincre ma timidité, à me dire que mes émotions, mes sentiments sont valables aussi, que mon ressenti fait du sens, et de me connecter à mon corps, quoi. Et tout ça était bloqué par la peur, le fait que j'avais pas confiance en moi, que je me faisais pas confiance, quoi. La peur de me faire confiance, tout simplement. Mais c'est fou parce que moi, je te vois pas du tout comme une personne qui a peur ou qui a pas confiance en elle. Justement, j'ai l'impression que c'est quelque chose du quotidien où tu surpasses ça avant même que t'aies eu le temps de te le mettre en tête. Pour moi, t'es plutôt audacieuse dans tout ce que t'entreprends. Ouais, mais j'étais pas tant avant, toi. C'est vraiment, j'ai capté que je pouvais vendre la peur par... ou avant, je le fakais un peu plus, mais c'est toujours moi qui fake it until you make it pour me prétendre que c'est ok, tu vois. Mais vraiment, je me suis rendu compte que si je me dis que c'est correct, c'est correct. Genre, vraiment, je sais pas si ça vous est arrivé, mais tu sais, dans les bols, des fois, tu prends un peu de hauteur et t'as peur. Et moi, j'avais un tweak où je me disais comme, ok, j'y vais à 3. Des fois, dans ma tête, j'étais comme, j'y vais à 2, tu vois. Du coup, j'ai fait 1, 2, et voilà. Et je me laissais pas le temps d'y penser, tu vois. Trop bien, c'est exactement. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à vaincre le doute. De juste... C'est vrai. Genre, soit des loulous, tu vois. Trop bien. Et est-ce que aujourd'hui... Moi, il va falloir que j'aille. D'accord. Ok. Pour terminer, est-ce que vous avez des hobbies que vous aimeriez entreprendre ou continuer pour continuer à vous réinventer ? Moi, c'est la céramique. Je vais certainement commencer une formation bientôt, donc je vais pouvoir approfondir ça. Bravo. Toi, Mélanie, moi, j'ai pas encore de réponse, j'y pense. Alors, moi, déjà, je vais reprendre la basse parce que clairement, j'ai appris à jouer de la basse toute seule dans ma chambre avec l'aide d'un copain de temps en temps. Et j'ai trop kiffé l'amélioration. J'ai très vite progressé parce que quand on joue tous les jours, ça va mieux. Donc voilà, me remettre un peu à la basse. Et puis voilà, ce sera déjà bien, on va pas se surcharger. Trop bien. Moi, le truc, c'est que j'aurais trop de hobbies que... Je voudrais déjà reprendre à faire de la guitare, tu vois, me donner plus de temps, parce que ça, c'est un truc que je me donne pas assez de temps pour le faire. Mais après ça, trop de trucs, tu vois.
Genre, C'est exactement le sujet de cet épisode. Trop plus physique, tu vois. Ok. Faire d'autres sports et tout. Trop Genre, bien. ouais. Et Je voudrais ne jamais travailler, faire que des hobbies. Ah ouais, ça Ça serait parfait. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Jordan d'être venu nous Merci. parler de tous ces hobbies. N'hésitez pas en commentaire à nous parler de vos hobbies ou comment est-ce que ceux-là ont pu changer des choses dans vos vies. Si vous avez aussi des hobbies niches qu'on ne connaît pas, essayez de les dites-nous. partager. Voilà, On veut savoir. et n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, des petits commentaires, à venir nous parler en DM. Oui. On vous écoute. Bye. Bye, bisous. Ciao.